est content. T'es un peu Voilà, parti sinon- dans une fusée, là. Donc je reprends depuis le début alors. Vas-y. Donc on est super content ravi de t'accueillir. Ah bon Bah oui, à la librairie La Bande Dessinée, du coup. en tout cas. Voilà, une deuxième fois du coup. Voilà. Et je voulais juste pour commencer un peu, parce que je pense que tout le monde connaît un peu ton travail ici, mais revenir un peu sur ton parcours du coup. Donc j'avais vu que tu avais fait tes études à Paris et que tu avais pris des cours de dessin à l'école du Louvre, c'est ça? Oui, c'était l'école du musée des Arts Déco. D'accord. Qui est vraiment là. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une maman qui voulait un artiste avant que je sois né, quoi. Donc quand elle a vu que je dessinais, elle était ravie et donc elle m'a fait faire plein de cours, et notamment au musée des Arts Déco. Et c'était super intéressant parce que j'ai pu faire de l'illustration, de la gravure, plus tard du croquis-de-nuque. J'ai commencé à 8 ans, si je me souviens. Et voilà, non, c'était très très bien. Ouais. Et puis en plus, c'était vraiment dans les bâtiments du Louvre. Ah, c'est Ce qui est classe. quand même assez, Ouais, tu m'étonnes. assez Et t'as incroyable. fait. Donc du coup, tu étais à l'école et j'ai vu que tu étais à l'école en même temps que Julien Solé, du coup, CDM. Oui. Et Mo aussi, Oui, oui, oui. du coup. Oui, Mais oui. ils commençaient, eux, ils trempaient déjà pas mal dans la BD. Enfin, je sais que Julien, son père, du coup, Oui, Julien. Oui, son père, Jean Jean Solé, du coup. Non, en fait, on a fait un fanzine à l'époque au lycée D'accord, qui s'appelait Chieur de Monde. Ah, d'accord, je suis hors de mon Ou le mais CDM. je pensais que c'était leur groupe de rock à l'époque qui s'appelait comme Alors, ça, ils du ont coup. fait alors, il y a eu un groupe de rock aussi. D'accord. Mais donc c'était un fanzine à l'époque qu'on faisait au lycée. Ouais. D'accord, Ouais, ah, ouais, c'est ouais. marrant ça. Mhm. Donc du coup, après tu vas à Saint-Luc, et tu À démarches Liège, des ouais. projets en sortant, Oui. et beaucoup de refus visiblement. Tu présentais quoi à l'époque? Des histoires que tu scénarisais toi du coup Alors à ce moment-là, on m'avait mis en contact avec différents scénaristes. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on présentait les projets et j'ai eu des retours qui étaient soit en gros, ils aimaient bien le dessin, alors Ouais. ils n'aimaient pas le scénar, alors ils me disaient ah, bah, on va vous proposer un scénariste maison. Et puis alors je recevais des scénars, mais alors là c'est moi que ça me Ouais, plaisait pas. moi. Et donc ça a duré comme ça pendant 1 an et demi, je crois. Et puis à un moment, je me suis dit il fallait que je contacte un scénariste qui était un petit peu déjà bien installé et avec qui dont j'aimais le travail, quoi. Et à ce moment-là, il y avait Philippe Tom, dont j'aimais beaucoup la série Soda, et surtout l'album qu'il avait fait avec Philippe Berthet dans la collection Air Libre, qui s'appelle Sur la route de Selma, qui est un polar incroyable. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez dessus, c'est vraiment un super album. Et voilà. Il te propose le scénario et de la berceuse du coup. Alors, déjà, il m'accueille bien gentiment chez lui. Il prend un petit peu de temps pour regarder mon book, donc je propose plein de dessins. Le registre était assez large en plus. Ouais, tu te cherchais encore un peu à l'époque. Oui, complètement. Et le réalisme était même pas spécialement la première option, quoi. Mais il y avait 2 pages qui étaient une sorte de polar un peu science-fiction comme ça, dans des lavis de gris. Et il m'a dit ah ça m'intéresse, quoi. Et là il m'a proposé le scénario de Berceuse. D'accord, ouais, parce que c'est pas évident, parce que Philippe Tom, c'est vrai qu'il est surtout connu aussi pour sa patte plus humoristique du coup, et là de faire un thriller quand même assez noir, parce que la berceuse assassine c'est quand même hyper noir quand même. Et effectivement, comme tu dis, le ton sur ton, dans la berceuse assassine, on retrouve en fait c'est la vie de gris justement, jaune et gris en fait, en bichromie comme ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour appuyer un petit peu plus le ton du récit qui en est fait très très noir. Et hyper noir, ouais. Et donc après, du coup, tu vas bosser avec Fabien Vellman. Alors déjà, je voudrais juste revenir. Tu bosses en atelier à l'époque, du coup. J'ai vu que le nom de l'atelier, alors parfois j'ai dur. Oui, ça fait très Kaamelott comme référence. Alors que... Surtout, ça fait très belge. D'accord. Parfois j'ai dur. très, Ok, très d'accord. C'est très belge. Ok. Donc En c'est à Belgique, Bruxelles, on dit, du coup. parfois j'ai bon ou parfois j'ai dur. Et non, c'était à Liège. À Liège, d'accord. Oui, on était plusieurs. Il y avait Pierre Bailly qui fait Le Petit Poilu, qui était là. Vincent Maty, avec qui il travaillait, mais qui fait plus trop de bande dessinée maintenant. Bruno Gazzotti et d'autres, quoi. Oui, c'était sympa. Et ce qui s'est passé, pour revenir à Fabien Vellman, c'est que Philippe Tom est un scénariste excellent, mais qui livrait son scénario, il filait 2 pages, et puis après tu faisais tes 2 pages et tu devais attendre le scénario derrière. Et il était tout le temps en retard, quoi. Ah oui, donc t'as pas pu faire un storyboard complet de l'histoire. Non. Non, ce qui a d'ailleurs été assez infernal dans la construction de Berceuse, parce qu'à partir du moment où je suis arrivé sur le tome 2,
et que donc il y avait une réécriture des scènes qui avaient déjà été vues dans le tome 1. Oui, parce que c'est le principe, pour ceux qui n'ont pas lu La berceuse assassine, en fait, vous avez 3 actes, et 3 actes sont racontés par 3 protagonistes différents du même fait, du coup. C'est ça. Et donc il y a des séquences qui reviennent dans chaque volume, et parfois ils me mettaient une porte qui n'existait pas dans le tome 1, il fallait que je trouve comment j'allais fourguer cette porte dans la pièce, qui était super importante dans le tome 2, quoi. Donc c'était vraiment complexe et épuisant de travailler avec lui, quoi. Et donc on a commencé, et vu que Bruno Gazzotti, qui dessinait Soda à l'époque, était dans la même situation, vu qu'il travaillait avec le même scénariste, on était fans de SF tous les deux, on a commencé à se dire, tiens, si on faisait des petites histoires pour Spirou. On en a fait une, on a trouvé ça super intéressant, mais ce qui nous intéressait, c'était de dessiner, pas le travail scénaristique, quoi. Donc, et à ce moment-là, tu avais Fabien Wellman qui publiait ses premières histoires de Green Manor dans Spirou. Dans Spirou aussi, ouais. Et on a dit, mais quel scénariste génial, quoi. Ouais, premier c'est Green clair. Manor, c'est une vraie claque, quoi. Ouais. Et donc et on lui a Denis proposé. Baudard au dessin, Ouais, du coup, en plus, ouais. Et on lui a proposé, il était partant, et voilà. D'accord, c'est parti comme ça. Comme ça. Parce que du coup, c'est un récit aussi atypique. Là, tu passes effectivement de la berceuse, qui est vraiment au niveau de la narration très particulier, à une autre facette un peu différente. C'est-à-dire que là, vous travaillez en tandem, vous êtes 2 dessinateurs. Il y en a un qui s'occupe de raconter l'histoire courante et l'autre qui va dessiner en fait les histoires qui sont racontées dans l'histoire, en gros. Ah non, c'était vraiment mixé, quoi. Ah, c'est mixé ? Oui, parce que en fait, quand on lit le bouquin, on a vraiment l'impression de voir 2 styles un petit peu différents. Et pour le coup, du coup, en le revoyant l'autre fois, je me suis dit, ah oui, d'accord, on voit clairement où ça s'arrête et où ça recommence, mais non, du coup, vous mixez vraiment. Ah, ok, d'accord, vous m'avez bien lu, du coup. Je pense qu'il y a des trucs, même moi, je serais incapable de dire qui a fait quoi. Ah, ok. Sur certains trucs. Non, mais c'est sympa de bosser à 4 mains comme ça, au dessin. Oui, c'était très très récréatif, quoi. Parce qu'il n'y avait pas la pression justement de la série, du fait que voilà, il faut sortir l'album en temps et en heure et compagnie, avec une certaine une certaine pression liée à la série. Là, on était vraiment en mode on se fait plaisir, quoi. Bien sûr. C'était très très agréable. D'accord. Et après, tu restes dans la SF avec Fabien Wellman, toujours au scénario, avec Yann, l'histoire d'un androïde. En lisant cette histoire en 4 tomes, j'ai eu vraiment l'impression que tu avais trouvé ton style sur ces 4 tomes. Je sens vraiment une évolution au niveau du dessin. On est vraiment sur des lendemains sans nuages un peu au début, un dessin un peu cerné, un peu ancré, un peu dur. Et puis petit à petit, en fait, tu as un style beaucoup plus léger, plus épuré. Tu étais toujours à la recherche d'un dessin ou c'est façon très inconsciente du coup ça... Non, ce qui se passait, c'est que quand j'ai fait le tome 1 de Yann, au niveau du dessin, j'allais assez loin dans le travail de volume, de hachure, de noir. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça allait trop loin, que ça devenait très lourd comme ancrage. Et là, j'ai commencé à penser à travailler avec des lavis de gris qui permettaient d'avoir tout ce travail de volume sans avoir le côté chargé de l'ancrage. Ou des hachures et tout ça. C'est ça. Et ce qui fait qu'en effet, plus la série avance et plus on arrive vers un dessin très quasi minimaliste. Oui, assez minimaliste du coup. Oui, c'est intéressant comme de toute façon, la recherche graphique, elle est permanente. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Il n'y a pas un moment où on se dit, ah voilà, j'ai trouvé mon truc. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de trouver à chaque fois quelque chose qui va me permettre de m'amuser. Bien sûr. Et du coup, en 2008, donc, tu as une rencontre avec David Horizon pour la série La Mangouste, du coup, qui est un spin-off de 13. Ouais. Et est-ce qu'on peut dessiner un spin-off de 13 sans avoir lu 13 ? Parce que moi, c'est vrai que je serais désemparé dans la mesure où je crois que j'ai jamais lu un 13, mais tu étais lecteur de 13 toi au départ ou... Alors, à l'époque, j'avais lu les premiers 13. Et je les ai relus quand on m'a proposé le truc. Et j'ai adoré. Les 7 premiers tomes de 13, je trouve ça vraiment une super belle mécanique. C'est vraiment du beau boulot, quoi. Donc non, c'était assez fun de rentrer sur cet univers-là. Ça a été le bouquin le plus difficile que j'ai eu à dessiner. Ah ouais, pourquoi ? Parce que c'est un bouquin qui était excessivement très dense. Ouais. Il y avait il y avait certaines séquences, il y avait parfois 3 séquences qui se passaient sur une même page. Ça, c'est l'enfer.
Parce que trois séquences qui se passent sur la même page, ça veut dire qu'il faut planter un décor, planter des personnages différents, avoir la voix off, et que tout ça soit relativement fluide à la lecture. C'est vraiment compliqué. Parce que Xavier d'Horizon essayait de se caler un peu sur la narration de Van Damme, ou tu penses? Non, je crois pas. Non, je pense qu'il avait vraiment beaucoup de choses à raconter, et dans un cadre qui est quand même relativement restreint. Et voilà, donc il fallait trouver des manières d'enchaîner et surtout d'être le plus fluide possible. En fait, ça a été super intéressant parce que c'est un bouquin qui te rend complètement humble parce que tu dois pas du tout mettre ton dessin en avant. Tu dois être vraiment au service du récit de manière la plus simple possible, pour que ce soit hyper fluide à la lecture et digeste. Bah ouais, puis en plus tu te retrouves confronté à des fans de la série, je pense, en plus qui arrivent, qui ont un jugement aussi sur le travail du scénariste et aussi du dessinateur. Et c'est une série qui est tellement ancrée en plus dans la culture populaire de la BD, c'est dur essayer de ne pas décevoir son public quand même. Après nous on a eu la chance, vu que c'est le tome 1, on a fait ça vraiment sans aucune pression parce qu'il n'y avait eu aucune communication sur le bouquin, donc on a été assez préservé. C'est Moebius Giraud qui fait le deuxième, je crois, non? Il y a pas le... alors Giraud lui a fait un album de 13. D'accord, mais c'est juste avant. Je pensais que c'était pareil dans 13 Mystery, non? Non, lui faisait vraiment partie de la série. La série, d'accord. Alors mon petit fil conducteur, donc après avec Xavier d'Horizon, en fait, vous bossez sur Asgard, du coup c'est ce que je te disais, c'est la seule série que j'ai pas lue, donc qui est plus une histoire de vikings, donc là on change complètement d'univers. Toi qui étais fan de SF, du coup comment t'arrives aux vikings en fait? Alors ce qui se passe c'est que le 13 Mystery fonctionne très bien, tant au niveau commercial que critique, et donc ça donne des idées à d'autres éditeurs, notamment le Lombard, qui propose à Xavier de travailler sur un spin-off de Torgal. D'accord. C'était sur le personnage de Pied-d'Arbre. Et donc, et moi je me retrouve intégré dans cette histoire-là. Mais au final, on ne s'entend pas avec Lombard et la famille Rosinski, ce qui fait qu'on laisse tomber le truc. Mais par contre, on se rend compte que le scénario, en fait... il y avait très peu d'éléments de l'univers Torgal. Et donc, quand tu les enlevais, en fait, l'histoire restait tout à fait intéressante, en tout cas pour moi, et pour Xavier. Et donc voilà, on s'est dit, on se lance, et on l'a proposé chez Largo, qui était ravi, et voilà. Et ça a été un bouquin vraiment important, dans le sens où c'est le premier bouquin qui n'était pas dans un univers urbain. Tous les bouquins que j'ai fait auparavant c'était devoir dessiner des bagnoles, des buildings, faire de la perspective, faire des trucs photos. Et donc là, tu te retrouves à dessiner de l'organique, du rocher, de la mer, du minéral, tout ça, et ça change tout, parce que autant avant tu es complètement contraint par des logiques de lignes verticales et horizontales, là tu peux aller vraiment vers des diagonales, changer complètement tes axes, ta manière de composer, et ça a été vraiment une libération. Ouais, c'est clair, Il y a eu Page Noire, je l'ai fait très courte là-dessus, mais c'est un bouquin qui est paru chez Futuro. C'était scénarisé par Franck Giroux et Denis Lapierre. D'accord. Et qui était un bouquin qui est passé, qui a été vu, mais qui n'a pas été le succès qu'on espérait. D'accord. Mais par contre, qui était vraiment, qui était important pour moi. D'accord, tu vois, j'ai mal fait ma préparation parce que je suis passé à côté du coup. Page Noire donc. Page Noire. Chez qui? Futuro. Chez Futuro, ok. Et donc après, toujours, donc tu continues ta collaboration avec Xavier, donc je suppose que c'est un duo qui marche bien, pour la série Undertaker. Donc là on arrive un peu dans le vif du sujet du coup. Au début d'Undertaker, il y a marqué sur une idée originale de Ralph Meyer avec Xavier d'Horizon. Alors je voulais savoir quelle était un petit peu votre part de collaboration à chacun, parce que moi je trouve ça hyper bien, et en même temps vous vous placez tous les deux en tant que créateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, scénario, dessin. Du coup toi, ta position dans le récit, en fait tu interviens aussi dans les histoires, comment ça se passe? Alors, pour répondre à ta première question, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai proposé à Xavier de faire un western, et que ce soit un croque-mort le personnage principal. Dès le départ? Ouais. D'accord. Lui a trouvé l'idée sympa, mais après a eu un vrai travail pour transformer une idée sympa
un concept de série qui soit solide, qui tienne la route. Et là, je sais qu'il a pas mal transpiré là-dessus. Ouais. Mais finalement, il a vraiment bien réussi. Et pour répondre à ta seconde question, après, oui, moi je suis assez intrusif sur la partie scénaristique. Mais en fait, on est même à 3, parce qu'il y a Caroline Delaby qui a la couleur. Qui a la couleur. Qui participe aussi à toutes les discussions qu'on peut avoir sur le scénario, sur les envies et sur l'avenir de la série, quoi. Oui, parce que de toute façon, ça fait partie des albums, je trouve, où la couleur est hyper narrative, dans le sens où il y a vraiment des levées, des couchers de soleil, des ambiances qui donnent, qui renforcent aussi. Parce que tout à l'heure, je regardais le grand format où il y a les premières planches en noir et blanc de l'album qui suit. Et en fait, moi je me souviens avoir découvert ces premières planches en noir et blanc, et après quand j'ai vu l'album couleur, je fais ah ouais, wow, ça commence comme ça, avec des rouges, des bleus très, très marqués, très très belle ambiance couleur du coup. Et c'est vrai que du coup la couleur fait vraiment son travail de narration et bien appuyé. Et puis aujourd'hui je trouve que c'est important de mettre aussi en avant le travail des coloristes, parce que l'essentiel des bandes dessinées qui sont vendues sont quand même faites en couleur. Ah oui, et puis souvent l'éditeur se dit en noir et blanc ça va pas marcher, donc c'est pour dire que le travail des coloristes est hyper important. Et des couleurs réussies, ça change pas mal. C'est clair, ouais. Et alors du coup tu me disais que le croque-mort, donc c'était l'idée de départ, mais alors c'est marrant parce que le croque-mort, l'émigrée chinoise, donc c'est un peu délaissé pour compte dans l'imagerie du western. Et dans Lucky Luke notamment, c'est des personnages qu'on voit en background qui sont vraiment là, et qui sont pas vraiment sympathiques en même temps, et le fait de les mettre en avant comme ça, cette idée du croque-mort, ça t'est venu comment quand tu l'as proposé? Alors, ce que je trouvais intéressant avec ce personnage-là, c'est que il est très iconique. C'est-à-dire qu'il a avec de fait une silhouette qui est immédiatement identifiable, que je trouve très très belle. Esthétiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Et c'est un personnage qui est dans tous les westerns, quoi. Donc il est complètement légitime, finalement, d'être le premier rôle, quoi. Donc voilà, c'est parti vraiment sur un côté visuel, sur un côté personnage. Mais en plus, il a un côté classe, en même temps crado, quoi, quelque part, parce qu'il est toujours avec mal rasé, pas lavé, mais il a toujours son haut de forme et sa queue de pie vraiment posée. Et du coup, c'est pas évident pour les lecteurs de s'identifier vraiment à des personnages qui sont un petit peu des parias, quelque part. Et il y avait un pari quand même au départ, c'est-à-dire que mon personnage principal soit un croque-mort. Je crois pas, parce qu'en fait, au-delà de sa profession de croque-mort, je crois que c'est quand même un personnage qui peut être assez grande gueule, qui peut dire des trucs plutôt trash, et mettre les pieds dans le plat, et je crois que quelque part, on a tous parfois ces envies-là, quoi. Cette envie de... il n'y a pas de limite, de dire, mais j'ai un envie truc de dire exactement ce que je pense, et puis tant pis pour les conséquences, quoi. Donc dans ce sens-là, je pense que ça peut... il y a quand même un petit pouvoir d'identification possible. Puis ça a un avantage, je pense aussi, que c'est vraiment le type de personnages qui n'ont pas été beaucoup traités, parce que réinventer le western en 2021, enfin je l'ai fait avant, mais c'est pas facile, parce que le western existe depuis depuis le 19e siècle, avec le Buffalo Bill Wild West Show, puis après les films, puis les BD, les comics américains, et du coup, même dans la culture franco-belge, quand il y a des cow-boys depuis avant Lucky Luke, des Jerry Spring, tout ça, donc c'est pas évident de s'approprier un genre comme ça aussi marqué quand même. Tout à fait, mais c'est justement tout l'avantage d'un personnage comme ça, c'est qu'il nous permettait de faire tous les passages obligés du genre, mais en ayant le petit décalage qui amène la petite fraîcheur, qui fait qu'on est vraiment dans tous les codes du genre, mais en ayant la caméra qui est un petit peu de côté par rapport à habituellement, quoi. Donc c'était... ça permettait beaucoup de choses, quoi. Et en tout cas d'aborder le genre de manière un peu décalée, quoi. D'accord. Donc sa profession c'est croque-mort. On a l'impression que vous êtes super renseigné aussi sur les gestes à faire, sur le matériel. Vous avez eu des références. Nous à Lyon on a un auteur de BD qui est aussi thanatopracteur, que Olivier connaît très bien, parce que Nicolas Deleuze, qui a l'épicerie séquentielle, son boulot c'est de rafistoler les morts et les présenter. Et vous avez eu des ouvrages de référence où vous êtes hyper bien documenté? Je sais que Xavier, lui, a
a fait un gros travail de documentation là-dessus pour être quand même un peu raccord avec ce qui se passait à l'époque. Pour le coup, on peut dire que pour être tout à fait dans la véracité historique, Jonas est un précurseur de quelques années par rapport à la profession. Mais bon, quelques années, ça va. Je pense que c'est une licence artistique. Non, ça ne va pas être facile, de trouver les bons gestes, les outils, enfin après... Mais je pense qu'en même temps, c'est important, parce que c'est sur ces petits détails-là que tu amènes la crédibilité du personnage. Parce que tu as vraiment l'impression que quand tu te vois préparer un corps dans la BD, que c'est pas des trucs que vous avez balancés au hasard et que c'est vraiment des gestes très précis. Oui, tout à fait. C'est important, parce que sinon, si le fait qu'il soit croque-mort soit juste un prétexte, ça pète le truc, quoi. Il faut qu'à un moment, il y ait une base crédible, quoi. Et donc j'en viens un peu à un sujet qui est souvent traité par les lecteurs de BD, donc on ne peut pas s'empêcher de faire la référence bien sûr avec Blueberry, et d'ailleurs le sticker du coup sur la couve qu'a mis l'éditeur faisant foi. En fait on est assez loin quand même de l'archétype du héros avec ce croque-mort, mais même, en même temps je trouve qu'il a des valeurs humaines qui se rapprochent énormément de Blueberry, et en même temps ils ont un passé similaire, c'est-à-dire que Blueberry vient du sud et il a été lieutenant dans l'armée de l'Union, et pareil pour notre croque-mort du coup. Ils ont le même passé. C'est un clin d'œil à Blueberry du coup, dès le départ? Du tout. Voilà, alors, il faut savoir que Xavier n'a jamais lu Blueberry. Il n'a jamais lu Blueberry, donc c'est par hasard jamais, du coup. Jamais. Ok. Moi-même j'ai eu du mal. Je ne savais pas si j'allais travailler avec ça. Non, lui, sa référence, c'est plutôt Durango en BD. Durango, d'accord. Du coup, qui est aussi dans l'animé qui est dans le western franco-belge, hyper populaire, donc la référence à Blueberry, tu vois, elle est si elle vient plus de mon côté, mais bon voilà, pour moi c'est un monument. Oui, c'est ça, on est d'accord. De toute façon, il se rapproche plus du personnage de Blueberry tel qu'on le connaît sur la fin avec Mr. Blueberry, du coup avec un peu plus de cynisme, parce qu'en fait Blueberry va évoluer avec son temps, c'est-à-dire qu'au début il est très connoté western John Ford, puis Sergio Leone avec le cycle du cercueil, puis à la fin, plus impitoyable en fait dans les derniers, et effectivement s'il y a un rapprochement à faire, ce serait avec les derniers que Giraud a fait tout seul. Oui, c'est vrai. Je crois que la différence majeure qu'on peut avoir avec Blueberry et finalement tous les westerns de cette époque-là, c'est que on n'est pas en train d'essayer de re-raconter l'histoire de l'épopée américaine. Tout à fait, oui. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est de parler plus d'aujourd'hui, mais avec le cadre qui est le genre western, quoi. Par exemple, le premier cycle, avec ce propriétaire de mine qui veut mourir avec son or, fondamentalement, il a droit. C'est légal, quoi. Mais la question, est-ce que c'est juste? Donc voilà, ça c'était ce qui nous intéressait, c'était développer, poser la question, pas nécessairement donner des réponses, mais et pour nous, ça parlait aussi finalement des grandes entreprises aujourd'hui qui licencient en masse, et à côté de ça, des dirigeants qui ont des parachutes dorés. Tout à fait. C'est pareil, c'est indécent, mais c'est légal, quoi. Et donc voilà. Je pense que c'est ça la différence majeure qu'on peut avoir nous aujourd'hui, quoi. C'est d'essayer de parler d'aujourd'hui, mais avec un cadre western, quoi. D'accord. Et par contre, aussi ce qui différencie énormément, je trouve, Blueberry de votre série, c'est que Blueberry, quand il s'entoure de Red, le pisteur, et puis McClure, l'ivrogne, vous, c'est des femmes qui ont des passés chargés, des femmes fortes et en même temps qui ont morflé, on va dire, entre Lynn, Marie Prairie, Rose Prairie, pardon, et du coup Salvaré, l'indienne. C'est trois femmes qui vont le faire évoluer en même temps, chacun à leur façon en fait, et en même temps qui vont le remettre en question pas mal. Je pense que c'est vraiment, pour moi, son facteur d'évolution est véhiculé par ces trois femmes, ces trois portraits de femmes. Et pour vous, c'était important de mettre des femmes fortes au centre de l'action dans un univers très masculin quand même? Oui, complètement. Xavier répondrait qu'on est entouré de femmes fortes, lui et moi, donc inévitablement on a envie de mettre en place et de mettre en avant des personnages comme ça. Et c'est vrai que
la gente féminine en règle générale dans les westerns est quand même fait plus de la figuration ou est dans des clichés qui sont peut-être moins maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque de l'âge d'or du western, c'était quand même assez catastrophique. Il faut attendre Sharon Stone dans The Dead and the Quick pour avoir. Ouais, peut-être. Historiquement limite. Ouais, non, c'est sûr. Non, pas du tout. Tu vois pas ce que tu veux dire. Par rapport à des séries plus récentes, je pense à Deadwood notamment, où en effet les personnages féminins sont forts, sont complexes, sont autant travaillés que les personnages masculins, et ben ça fait du bien. Tout à fait, ouais. Et en plus, je trouve qu'il y a une phrase, je t'en parlais tout à l'heure, moi il y a une phrase que je trouve très belle, donc du coup je vais la citer, parce que c'est Salvaré qui décrit Jonas Crow, et elle lui dit t'es un drôle d'homme, Jonas Crow, ni mort ni vivant, tu n'aimes pas vraiment tes amis, tu détestes pas vraiment tes ennemis, tu es nulle part. Et en fait, cette phrase le résume complètement, et quand il entend ça, on a l'impression que ça le coupe le sifflet, il ne peut plus rien dire derrière, il est seul face à la forêt. Et on a vraiment l'impression qu'à ce moment-là, il y a un tournant dans son existence qui le change en fait quelque part. Pour moi, c'est un moment pivot dans son histoire. Oui, mais c'est vrai que ça le définit complètement. Je pense que c'est quelqu'un qui a été complètement... qui a une vision complètement désabusée de l'humanité, avec justement ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession, qu'on racontera dans des volumes dans pas très longtemps. Et qui, quand il rencontre Rose, se retrouve face à quelqu'un qui lui donne une lueur d'espoir dans l'humanité. Donc ça le chamboule, et derrière il est un peu perdu. Ouais, il est complètement perdu. Parce qu'il sent que s'il continue dans ce cynisme et dans cette voie-là, c'est sans espoir. Et par contre, s'il veut changer, ça va être aussi un peu douloureux quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais pour ça, la construction du personnage est hyper intéressante. Et en face de lui, du coup, il se retrouve avec des méchants, on va dire, pour caricaturer, qui sont pareil, assez bien écrits quand même, on va dire, parce que Xavier écrit bien ce genre de personnage, et notamment l'ogre de Sutter Camp, qui est vraiment un personnage complexe, je trouve, pour un méchant, parce qu'à la fois, en fait, ce type-là, en fait, il sauve des vies, mais il profite énormément de la souffrance humaine. Et à chaque fois que l'Undertaker se retrouve en face de lui, il est complètement désemparé, quoi. Il n'arrive pas à trouver une solution. Et pour écrire un méchant comme ça, vous y êtes mis à deux, comment ça a marché? Vous avez balancé des idées D'abord, Xavier, s'il était là, dirait qu'une bonne histoire, c'est avant tout un bon méchant. On est d'accord, ouais. C'est le reste. Ouais. Donc à chaque fois, en effet, il travaille énormément ce personnage-là dans les récits. Après, sur le personnage de Jeremius Quink, l'idée c'était que en fait, ce soit quelqu'un qui est atroce. Il fait vraiment des horreurs, et il dit des horreurs, mais il dit aussi des trucs qui sont pas cons, quoi. Et ce qui fait que c'est là où je trouve le personnage provoque du malaise, quoi. Parce que il a ce côté d'utilisation de la médecine d'une manière utilitariste, et dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont sensées, quoi. Mais éthiquement, c'est juste pas non, pas il recevable, essaye de quoi. faire des greffes. Encore la technologie pour, on va dire. Non, il est vraiment glaçant, ce personnage. Ouais. Et alors, par contre, ce qui était intéressant, c'était graphiquement, c'était de l'incarner d'une manière très différente. Ouais. Et là, en l'occurrence, on était parti sur l'idée de Bud Spencer. C'était la référence pour le personnage. Donc, quelqu'un d'assez bonhomme. C'est une montagne. C'est une montagne, mais bonhomme, quoi, qui inspire la sympathie, quoi. Donc voilà, c'était intéressant, le contraste que tu peux avoir entre le physique et finalement ce qu'est le personnage réellement, quoi. Quand on lit ces trois cycles, on a l'impression que c'est parti pour durer. Donc en même temps, vous avez eu, je pense, un grand succès en fait de la part des lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui suivent la série. Et ça te laisse un peu de place pour d'autres projets à côté, ou t'es vraiment t'es tenu par Undertaker? Alors je suis tenu par Undertaker, évidemment. Ouais. Mais non, je commence à essayer de trouver de la place pour d'autres projets. Là, il y a deux projets qui sont un peu
vont se mettre en route. Il y en a un, c'est plutôt un bouquin, un livre illustré, qui est avec Eddie Mitchell, où c'est un récit qu'il avait déjà publié, mais qui raconte un petit peu de manière fictionnelle sa vie à 14 ans à Belleville, à Paris. D'accord. Donc ça, voilà. Donc c'est pas un western, du coup. Non, c'est pas ça du tout aurait pu un être une suite de 7 codes poche-molle. Oui, c'est vrai. Et sinon, autre chose qui est complètement différent, qui serait une histoire d'espionnage qui passerait dans les années 20 au Liban. D'accord. À l'époque du mandat français, donc vraiment très différent. C'est bien, ça te fait changer d'univers complètement à chaque fois. Je pense que c'est important, enfin je dirais, refaire un western derrière, non, bien sûr, ça n'aurait pas trop de sens, quoi. Parce que du coup, pour parler un peu plus dessin, parce qu'on a évoqué tout ce qui était un peu scénario, toi tu continues tu travailles en traditionnel, du coup, quand je dis traditionnel, c'est papier, pinceau, encre. T'as pas eu d'envie de travailler autrement. Qu'est-ce qui t'attache vraiment à cette façon de travailler, du coup ? C'est-à-dire que pour avoir essayé l'outil numérique, que je trouve génial par contre pour la mise en couleur, ça c'est super. Pour le reste, à partir du moment où c'est du dessin pur, je vois pas pour moi en tout cas, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est essayer de reproduire finalement des choses que j'ai avec des outils traditionnels, parce que finalement Photoshop c'est un peu ça, avec tous les brushes différents. Donc voilà, je suis vraiment attaché au papier. Et puis c'est quelque chose, pour moi le pinceau est quelque chose de très sensuel à utiliser, donc il y a un vrai plaisir physique que je n'ai pas avec le numérique. Je comprends complètement, Et puis à côté de ça, il y a aussi une réalité économique qui est aujourd'hui la vente des originaux, qui peuvent être très importants par rapport à la vente des livres, qui peut, je suis privilégié, mais qui peut être compliqué pour beaucoup d'autres collègues. Donc voilà. Alors je finirai après avec un petit questionnaire, mais juste avant, je voulais savoir si il y avait des gens qui avaient des questions en fait à poser. Moi j'en ai une. Non, rien de piégeux. Moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu conçois tes couvertures, parce que c'est une question qui revient régulièrement dans les discussions que j'ai, soit avec mes étudiants à l'école Émile Cole, soit avec mes collaborateurs et collaboratrices avec lesquels je fais des albums. C'est pas parce qu'on est bon dessinateur ou dessinatrice de bande dessinée qu'on est forcément bon pour faire une couverture. Et c'est souvent une problématique qui peut prendre du temps à concevoir. Ça peut aussi amener des conflits avec l'éditeur, et j'aimerais bien aimer que tu me parles de ça, parce que toi tes couvertures je les trouve très iconiques, très photographiques, au sens photographie d'art. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est quand on veut faire une belle image, on fait une belle photo, il faut imaginer le décor en entier et choisir un beau cadre là-dedans. Et j'imagine qu'il y a aussi une forte influence cinématographique. Mais peut-être que je me trompe, donc je voudrais savoir comment tu travailles tes couvertures. Est-ce que tu les travailles très tôt dans la conception de l'album, ça arrive au milieu plus tard, voilà, comment tu penses le truc? Alors d'abord, conception d'une couverture, c'est très différent si c'est conception d'une couverture d'un tome 1 ou d'un one-shot que la construction d'une couverture d'un tome 5 ou 6. Ça n'a rien à voir, quoi. En l'occurrence, pour un tome 1, moi je considère que la couverture est une affiche. C'est-à-dire essayer de donner le maximum d'informations avec le minimum d'éléments, quoi, pour être dans être dans une image la plus simple possible, avec le minimum d'éléments possible. Parce que ça permet d'avoir une image qui est iconique, du coup, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait, et qui va se voir de près, mais qui va se voir de loin aussi. Ça c'est important, parce que quand tu rentres dans une librairie et que tu vois 15 000 bouquins devant toi, il faut que tu aies une image qui soit qui provoque, tu vois, des contrastes vraiment importants, qui fait que l'œil va être directement attiré dessus, quoi. Donc voilà, pour les tomes 1, c'est cette manière-là avec laquelle je conçois les couvertures. À partir du moment où c'est un tome d'une série comme ici, là on est sur autre chose, on doit vendre
ça doit être une promesse, quoi. Ça doit être une promesse d'une histoire qui va se passer dans la neige. Va y avoir des beaux couchers de soleil, va y avoir des Indiens. C'est une scène qui n'existe pas, excuse-moi, je te couperai. Oui. C'est une scène qui n'existe pas du tout dans l'album et qui ne peut pas exister dans l'album de toute façon. Tout à fait. Oui, je te laisse continuer, pardon. Et en fait, là, oui, je ne saurais pas l'exprimer mieux qu'une promesse, quoi. C'est la vente d'une promesse, et après, bon, faut que tu sois l'auteur dans le bouquin, quoi. Mais voilà, pareil pour la dernière, voilà, quoi. Tu sais qu'il va y avoir un train, qu'il va y avoir de l'action dessus. Et c'est une référence en plus dans le western, quoi. Le passage obligé du train, quoi. Donc voilà. Non, ce que je disais, tu la conçois très tôt au début. Oui. Et alors, sinon, ce qui se passe souvent, donc moins dans le cadre des tomes 1, mais plus dans le cadre des tomes suivants, c'est au moment du storyboard. Je vois souvent, il y a une image qui ressort et où il y a un peu une évidence, si tu veux, que ça peut faire vraiment une bonne couve, quoi. Je ne saurais pas t'expliquer autrement que comme ça, quoi. C'est souvent vraiment à l'étape du storyboard qu'il y a un déclic qui se fait, quoi. Et tu as une intervention de Xavier, enfin il te pose des questions là-dessus ou il te suggère des choses? Oui, tout à fait, c'est un vrai... avec Caro et puis avec l'éditeur aussi. Enfin, même si on se met d'accord à 3 d'abord, et puis après on voit avec l'éditeur. Mais non, c'est tout à fait source de discussion et après c'est souvent sur des... Ça peut être du réglage, quoi. Par exemple sur la couverture de celui-ci. J'avais proposé l'idée qui me plaisait bien, c'était d'avoir Rose. On savait pas trop, si elle était juste blessée ou morte et voilà. Et donc mon premier croquis était, il n'y avait pas le flingue, par exemple. Et on s'est dit, bon, est-ce que ça faisait pas trop mélo? Est-ce qu'il fallait quand même pas garder des éléments qui sont typiquement de la série, de la promesse d'un récit d'action quand même, tu vois? Et donc voilà, on a fait intervenir le flingue sur la couverture, quoi. Donc voilà, ça peut être sur des discussions comme ça, quoi. Pardon, c'est des recherches de couverture pour les tomes précédents, du coup celle-ci, non, oui, ça c'était la recherche. Je crois que c'était la couverture. Non, c'était pour une affiche. Enfin voilà, ça répond à ta question ou... Oui. Il y avait d'autres questions? Oui. Ouais, moi j'étais curieux de savoir le quotidien d'un dessinateur. Comment ça se passait dans le processus créatif? Comment vous arrivez à avoir une vie? Enfin, j'imagine, je sais pas si vous êtes marié, vous avez des enfants, de temps en temps prendre lire vous-même le temps de lire des BD. Comment ça se passe? Vous vous enfermez, vous partez à la campagne une semaine et là vous dessinez. Parce que j'imagine qu'il y a des heures et des heures de boulot, de dessin. Comment ça se passe? Vous arrivez à... Ça me paraît, moi, être énormément de travail. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie normale quand même? Ça va. Non, c'est sûr que c'est un métier qui est très 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 chronophage. Je crois que je travaille tous les jours. Après, l'autre avantage, c'est que je travaille chez moi, donc quand mes filles ont besoin de moi, je suis présent. Donc j'essaye de m'adapter plus au planning de ma famille. Mais bon, évidemment, je travaille vraiment beaucoup. Si j'ai pas assez travaillé la journée, je vais travailler le soir. Et voilà, c'est une question d'adaptation, quoi. Mais sinon, pour le reste, c'est une vie relativement normale, quoi. Et sur l'étape de storyboard, du coup, parce que par les travails, quand vous avez bossé l'histoire, tu arrives à storyboarder d'un coup le cycle complet ou tu fais un tome par tome, du coup? Tome par tome, parce que Xavier écrit le scénario tome par tome. Même si, à partir du moment où il entame Mais je suppose qu'il sait ce qui va se passer dans le deuxième tome quand il écrit le tome 1. Ce qui va se passer dans le tome 2. T'as quasiment un séquencier qui est déjà réglé, quoi. Non, parce qu'on a eu cette discussion l'autre fois avec Émile Bravo qui est exposé derrière toi, et Émile, lui, il avait storyboardé ces 5 tomes d'affilée avant d'attaquer le premier tome, en fait, pour avoir l'histoire finie, complète, poser tous les problèmes de mise en scène et après pouvoir effectivement attaquer. D'accord. Mais j'ai rarement vu ça, c'est impressionnant. Non, mais en plus c'est assez récent le fait de storyboarder un album complet. Auparavant, je storyboardais par séquence, quoi.
Si on fournissait 2 pages par 2 pages à l'époque. Oui, non. Même après, avec Xavier qui fournit vraiment tout le scénario, j'aimais bien le fait d'alterner les étapes. Quoi. Donc travailler sur du storyboard, puis après travailler sur des crayonnés, puis après de l'ancrage. Mais au final, aujourd'hui, je préfère travailler vraiment sur toute l'entièreté du storyboard parce que ça permet de vraiment voir comment le rythme du récit fonctionne, s'il n'y a pas des répétitions de type de mise en scène, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très confortable en fait. Pour après, à partir du moment où j'attaque les pages, là, je n'ai que des problèmes de dessin à me poser. Quoi. Encore une question, Vincent, tu as une question? Non, mais moi je suis impatient d'avoir reçu. Du coup, il y a un prochain diptyque qui est déjà lancé. Tu as laissé sous-entendre qu'on reparlait de son histoire, du coup, de la guerre de sécession. Voilà, sans... Parce que ça, c'est mystérieux encore. Mais quelques infos, j'ai essayé de ne pas dévoiler trop d'éléments de l'histoire, quand même, globalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué de ne pas trop spoiler non plus. Alors, on va en parler, pas dans le prochain diptyque, mais logiquement dans celui d'après, quoi. On va revenir un peu sur l'épisode de la guerre de sécession, en effet. Et pour le suivant, ça va être... alors, Xavier serait là, il en parlerait très facilement, et moi j'y arrive pas. Je préfère garder l'album qui suit, on a le titre derrière, donc il est plein de promesses quand même. Hein, là, tout à fait. Après, c'est annoncé dès la fin du tome, on sait vers quoi il se dirige. Tout à fait. Je pense, le scénario du 7 en tout cas est écrit, et il est vraiment... pour moi, c'est le meilleur scénario de la série. On a hâte de le lire alors, parce que... non, c'est vraiment... Le roi du teasing. Ouais, c'est bien. Je voulais finir par un petit questionnaire en fait. On va s'amuser un peu parce que j'ai fait un petit questionnaire spécial western. Ok. Ouais. Donc c'est un questionnaire hyper intelligent en 10 questions. Attention. Donc, si tu étais un Indien, quel serait ton nom? Alors j'ai des propositions à te faire si tu veux. Et nouveau Bernard Pivot. Ouais. Alors je te propose cheval fougueux. Ouais. Cougar voluptueux, Puma Dalton. Alors visiblement il y a un jeu de mots parce que j'ai mis jeu de mots entre parenthèses Puma Dalton. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Petit renard musclé. Ou alors vautour enragé qui parcourt les grandes prairies en volant très haut dans le ciel. C'est pas mal ça. Je crois que je partirais sur Plumagie. Ah, très bien. Si Xavier d'Horizon était un personnage de western, qui serait-il? Et t'as pas le droit de dire croque-mort. Personnage de western, Xavier. T'as pas d'exemple? Après, dans l'iconographie du western. Un chef indien. Il est toujours tiré à 4 épingles avec des coiffures. Un joueur de poker alors plutôt. Ouais. Un gamer quoi. Un gamer. Tu vois gamer toi. Ouais. Ok. Bon. Donc un joueur de poker avec je lui dirai. Ton juron de cow-boy préféré? Mille Putois, évidemment. Ok. Pour faire équipe dans l'Ouest, tu ferais plutôt appel à Jerry Spring, Calamity Jane, Chihuahua Pearl ou Lincoln, sachant que tu dois faire attention à ta réponse. T'es à Lyon et que tu as un barbu un peu enragé dans la salle. Ouais. Non, je vais pas prendre de risque. Lincoln, d'accord. Donc il ferait équipe avec Lincoln. Alors, là c'est culture cinéphile, du coup, un de ces films n'est pas un western. Les Géants de l'Ouest, Éden à l'Ouest, La Kermesse de l'Ouest, Les Belles de l'Ouest. Un de ces films n'est pas un western. Recommence. Les Géants de l'Ouest, Éden à l'Ouest, La Kermesse de l'Ouest, Les Belles de l'Ouest. Éden à l'Ouest, effectivement. C'est un film de Costa Gavras sur les migrants. D'accord. Bravo. Et La Kermesse de l'Ouest existe puisque c'est une comédie musicale avec Clint Eastwood et Lee Marvin. Que j'ai vu petit. Quel est le point commun entre John Wayne et Marion Robert Morrison? Je sais pas qui est Marion Robert Morrison. C'est le même personnage. c'est son vrai nom, Marion Robert Morrison. Ah, je l'ai su. Voilà. Et donc, du coup, toi, Ralph Meyer, c'est pas un pseudo. Tu t'appelles pas François-Xavier Robert, par exemple. Non.
Ton vrai nom. Il existe. D'accord. Robert. Je sais. Il a un pseudo du coup. Lui. Dans la vie, tu es plutôt Lonesome Cowboy ou Crazy Horse? Ah, plutôt Lonesome. Ah, plutôt Lonesome. Un métier que tu aurais aimé exercer au Far West? T'as la question piège. Normal. Imprimeur. Imprimeur. Ah oui, bonne idée. Sais-tu ce que... Ah, tiens, si. Sais-tu quel est le pseudo de la star de catch WFF, Mark William Shannon? Oui, The Undertaker. The Undertaker, absolument, bravo. Le mec, il a bien révisé. Alors, si tu veux, quand tu tapes sur Undertaker, tu tombes sur des catcheurs. Pas sur ça. Et est-ce que tu sais ce que signifie hyper la mer? Hyper la mer. C'est signifie rien du tout, c'est l'anagramme de Ralph Meyer. Merci Ralph Meyer. Merci à tous. Si vous voulez, pour compléter, vous avez effectivement la petite histoire de l'embaumement en Europe au 19e siècle par Nicolas de l'Est, dans lequel vous pourrez vous immerger dans la peau d'un embaumeur. Et je voulais vous rappeler aussi qu'au musée Confluence, il y a une exposition en ce moment sur la piste des Sioux, qui est sur la construction iconographique au cours de laquelle les Sioux ont pris peu à peu la place centrale au point d'incarner à lui seul l'Indien américain. Et elle est exceptionnelle. Ouais. Et il y a de la BD. C'est pas une expo sur la culture des Sioux, c'est vraiment une expo sur notre vision occidentale des Indiens d'Amérique, avec tous les défauts qui vont avec, et notamment beaucoup d'affiches de cinéma, toute la partie sur Buffalo Bill, les spectacles, des choses comme ça, c'est vraiment très très chouette. Elle y est jusqu'en juillet prochain. Jusqu'en août prochain. Merci à tous. Passez une bonne soirée.